bonjour, je suis Jean-Marc de la Sablière, c'est un vice-président de l'AFNU et je suis très heureux que l'Association française pour les Nations Unies ait organisé un débat sur la protection des enfants dans les conflits armés. Parce que à une époque où l'ONU est moins à la mode et alors qu'elle est absolument indispensable, il est important que l'association fasse tous ses efforts pour rappeler ce que l'ONU a fait de bien ou fait de bien. Et voilà un domaine où l'action de l'ONU a été louée. Et donc je vais vous en parler. D'abord pour expliquer ce qu'a été ou ce qu'est cette action de l'ONU, ensuite pour l'évaluer, et enfin pour partager avec vous ce que je pense que l'on pourrait faire aujourd'hui. Alors cette action de l'ONU, elle a commencé quand? Elle a commencé surtout à la fin des années 90 et au début des années 2000. Alors il y a des personnalités remarquables qui ont contribué à la mise en place d'un système qui est un peu compliqué dont je vous parlerai. C'est Graça Machel d'abord, et puis le premier représentant spécial du secrétaire général dans ce domaine qui s'appelle Olara Otunu. Alors, l'ONU a déterminé ou décidé ou identifié plutôt 6 graves violations. D'abord le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats, mais également les meurtres et mutilations d'enfants, les violences sexuelles, les attaques des écoles et des hôpitaux, pour citer 4 d'entre elles. Et qu'est-ce qu'elle a décidé à la fin des années 90? Finalement, elle a décidé que le Conseil de sécurité jouerait un rôle majeur dans l'action pour protéger les enfants. Le Conseil de sécurité, pourquoi? Parce qu'il est le seul à pouvoir prendre des décisions. Et le Conseil de sécurité, nous ne pouvons pas tous les jours examiner la situation, a créé un organe subsidiaire, un groupe de travail qui suit de très près les situations. Mais le Conseil de sécurité seul ne peut rien faire, donc il fallait que le secrétaire général soit totalement associé à son action. Et ceci s'est vérifié notamment par la création d'un poste de représentant spécial du secrétaire général qui, après Olara Otunu, a été occupé par Radhika Kumaraswamy, dont il faut louer l'action. Alors, cela étant dit, on est parti logiquement du terrain. Ça veut dire qu'on s'est dit il faut absolument surveiller l'action dans tous les conflits. Et donc un mécanisme a été mis en place qu'on a appelé le mécanisme de surveillance, et ainsi remonte vers le siège des rapports, et le secrétaire général en fait la synthèse dans un rapport qui est un rapport très transparent, qui est un rapport public, où il dit voilà, ici dans tel conflit il y a eu telle violation, et cela permet au Conseil de sécurité et à son groupe de travail d'agir. Alors cette action elle part d'une idée qui est assez commune, celle de la carotte et du bâton. C'est-à-dire qu'on dit à ceux qui violent, et passez des plans d'action avec l'ONU, cessez vos violations et nous le reconnaîtrons. Si vous ne le faites pas, eh bien l'ONU agira éventuellement par des sanctions. Et on a commencé cette action sur le problème des enfants soldats, qui était à l'époque celui dont on parlait le plus. Alors cette action, et je terminerai dans la description de l'action par ces commentaires, elle a été louée par tous. Elle a été louée bien sûr par beaucoup de délégations, mais elle a été louée aussi par les médias, elle a été louée par les ONG, et tout le monde a reconnu à l'époque que c'était un progrès majeur. Alors pourquoi est-ce que ces progrès ont pu être faits à cette époque? Ça veut dire, je rappelle, 1996, le rapport de Graça Machel, 2005, la grande résolution du Conseil de sécurité, résolution 1612. Ça a été possible à ce moment-là parce que ce fut une époque où le Conseil de sécurité a pris en compte la question des violations des droits de l'homme pour dire, lorsqu'elles sont très graves et systématiques, elles peuvent constituer une menace à la paix et à la sécurité internationale.
Alors quels ont été les résultats? Il faut dire que sur la question des enfants soldats, les résultats sont assez remarquables. Alors bien sûr, ils ne sont pas parfaits. Bien sûr, il continue à y avoir des recrutements. Et le dernier rapport du secrétaire général évoque par exemple la situation en Somalie, où on continue à recruter des groupes rebelles, continuent à recruter des enfants. Mais dans l'ensemble, les gouvernements, mais également des groupes rebelles, ont accepté sous la pression de l'ONU de ne plus recruter et de libérer des enfants. Il y a eu 130 000 enfants libérés grâce aux Nations Unies. Alors, vous me direz, il en reste beaucoup, c'est vrai, mais il y en a quand même eu 130 000 qui ont été libérés. Mais malheureusement, cette action relativement efficace, je dis relativement parce que le recrutement n'a pas totalement cessé, est beaucoup moins probante s'agissant des autres violations. Notamment les violences sexuelles, les meurtres. Le système a moins bien marché que pour les enfants soldats. Bien sûr, il y a des plans d'action où des groupes prennent des engagements dans ce domaine, mais quand même, je trouve que c'est moins bon qu'en ce qui concerne les enfants soldats. Deuxièmement, on constate malheureusement que certains gouvernements ne sont pas suffisamment respectueux du droit et que les bombardements, notamment en Syrie ou en Afghanistan, ont des conséquences qui sont, alors sur les écoles, sur les hôpitaux, ont des conséquences sur les enfants qui doivent être absolument dénoncées. Enfin, il y a un dernier problème pour nous, Français ou pays occidentaux, qu'il convient de traiter, c'est celui du retour des enfants qui ont été en zone djihadiste, qui est un sujet difficile sur lequel du travail est fait, mais qui est un sujet complexe. Alors, maintenant, que faire? Moi, je suis très convaincu, peut-être parce que j'ai participé à la mise en place de ce système, qu'il ne faut pas réinventer la roue. Que ce qui a été fait dans le cadre des Nations Unies doit surtout être préservé. Alors nous sommes dans une période, je le disais en introduction, où c'est plus difficile, l'action de l'ONU est plus difficile, notamment dans le domaine des droits de l'homme. Il y a un retour des souverainistes ou des idées souverainistes. Alors je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Et je ne suis pas pessimiste parce que, dans ce domaine, n'est-ce pas, parce que j'ai toujours constaté, au moment où on mettait en place le système, que la question des enfants était assez particulière, que dans toutes les civilisations, il y avait une attention, alors plus ou moins accentuée, mais quand même une attention à la question de la protection des enfants. Et que l'on peut trouver dans ce domaine, sur les enfants, plus facilement, même si c'est difficile aujourd'hui, plus facilement des consensus que dans d'autres domaines. Donc il faut surtout ne pas réinventer la roue et maintenir la pression. Alors il faut notamment qu'il y ait toujours des pays qui soient à la pointe de ce combat. Et donc j'en viens à la France. Vous rappelez d'abord que la France a joué un rôle très significatif dans la mise en place de ce système il y a maintenant environ 20 ans. C'est elle qui a notamment déposé les résolutions au Conseil de sécurité, travaillant de près avec Olara Otonou et ses successeurs. Elle est reconnue, ou elle était reconnue dans le milieu des Nations Unies et des ONG comme étant à la pointe de ce combat. Alors, elle maintient, disons, ce rôle, il serait injuste de dire le contraire, mais il convient qu'elle accorde toujours la même priorité à ce sujet, de mon point de vue, que la priorité qui lui était accordée dans le passé. Je crois que la France peut faire aujourd'hui trois choses. La première, c'est qu'il faut maintenir à tout prix la mobilisation. La situation aujourd'hui n'est pas facile, je le répète encore une fois, dans le domaine du respect des droits de l'homme. Eh bien, il faut maintenir des débats, il faut absolument
que la France continue, comme elle l'a fait avec ce qu'on a appelé les principes de Paris, qu'elle soit à la pointe, qu'elle entretienne le débat. Et je crois que lorsqu'on aura terminé les cérémonies d'anniversaire de la Convention sur les droits de l'enfant, il faudrait reprendre, je crois, le relais avec un débat, par exemple, sur la question des bombardements, et notamment les bombardements des écoles. Deuxièmement, ces mécanismes que j'ai très rapidement décrits ont ici ou là des failles quand même, que les Européens ont, depuis la mise en place de ce système, sauf en une occasion, toujours présidé, ou des pays européens, ou des ambassadeurs de pays européens, les groupes de travail du Conseil de sécurité sur le sujet. Moi je pense, et j'en ai fait la proposition, qu'il y a là une expérience qui est très très utile et qu'on pourrait très bien réunir tous les présidents, tous les anciens présidents des groupes de travail européens, leur demander de faire une évaluation commune et de mettre sur la table, donc lu par toutes les délégations, par le secrétaire général et sa représentante spéciale, les conclusions que ces présidents tirent du fonctionnement du système, comment est-ce qu'on peut notamment l'améliorer. Et puis troisièmement, je crois qu'on a besoin d'aider le secrétaire général à être, et sa représentante spéciale, à être plus intransigeants dans certaines situations qui sont des situations géopolitiques où ils sont peut-être un peu timides de mon point de vue. Et donc là aussi, la voix de la France et des pays européens peut aider le secrétaire général en soulignant la détermination et leur souhait que le secrétariat de l'ONU soit aussi intransigeant qu'il l'avait été peut-être dans le passé. Voilà en quelques mots ce que l'on peut dire. Et à nouveau, je félicite l'Association française pour les Nations Unies d'avoir fait un colloque sur ce sujet, colloque qui a été, je crois, très réussi.